Bonjour, bonjour. On va peut-être pouvoir commencer. Merci de vous être connecté au webinaire de lancement du guichet unique régional pour les appartements de coordination thérapeutique ACT. Je suis Sarah Retteri, chargée de mission sur le secteur des personnes confrontées à des difficultés spécifiques à addiction, donc le secteur PDS à l'ARS Île-de-France. Cette présentation se fera à plusieurs voix. Dans un premier temps, je laisserai la parole aux membres du guichet unique régional représenté par Marie-Hélène Lenédic, qui est directrice de pôle à Emmaüs Alternative, et à Claire Guinet, qui est chef de projet guichet unique régional et qui le gère au quotidien. Puis, je laisserai la parole au groupement d'intérêt public, le Cézanne, représenté par Laetitia Cabanac, qui est chef de projet Via Trajectoire et qui interviendra pour vous présenter l'outil numérique Via Trajectoire. On va enregistrer la session pour permettre d'utiliser ce webinaire comme support de formation. N'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay. Donc, on peut peut-être lancer le PPT côté Cézanne. Ces deux temps de présentation seront suivis d'échanges via des temps de questions-réponses. Les questions que vous souhaitez poser peuvent être soumises par écrit via le chat. Nous y répondrons après les deux sessions de présentation, soit la présentation des dispositifs et du guichet, ainsi que la présentation de l'outil Via Trajectoire. Peut-être avant de leur céder la parole, je souhaite revenir sur les raisons qui nous amènent à déployer ce dispositif stratégique. L'ARS Île-de-France a souhaité mettre en place ce guichet unique régional pour une raison essentielle, celle d'améliorer la fluidité des parcours de santé pour les personnes les plus vulnérables de notre région. Ce projet, c'est vraiment le fruit d'un travail collaboratif de plusieurs années qui a été piloté du coup par l'agence en partenariat étroit avec un consortium d'associations expérimentées du secteur PDS, donc Emmaüs Alternative, Aurore, Interlogement 93 et le groupement Abri, ainsi que le groupe SOS. Le guichet est opérationnel depuis le 2 décembre 2025 sur Via Trajectoire pour l'ensemble des places d'ACT franciliennes. Il répond à 4 objectifs majeurs pour les professionnels que vous êtes. La première, donc, premier objectif, de simplifier les démarches. En centralisant l'ensemble des demandes, nous souhaitons alléger votre charge administrative. Le deuxième, c'est réduire la latence. Notre ambition est de réduire les délais de traitement et d'éliminer les doublons de dossiers. Le troisième est d'assurer l'équité de traitement. Grâce à des critères d'admissibilité harmonisés, nous garantirons une orientation plus juste. Le quatrième objectif, c'est de mettre en place un observatoire des demandes, des admissions et des profils orientés pour consolider notre plaidoyer national pour la création de places supplémentaires dans ce secteur. Enfin, vous soutenir, le guichet unique régional sera également un lieu d'appui, notamment via la formation et le partage de bonnes pratiques professionnelles. Les lits Halte Soins Santé, LHSS, et les lits d'accueil médicalisés, les LAM, seront intégrés au guichet à Via Trajectoire au cours du premier semestre 2026, selon des modalités qui vous seront communiquées ultérieurement, à la fois sur le site de l'agence et par la diffusion d'un courrier aux prescripteurs. Nous sommes vraiment convaincus que cette nouvelle organisation renforcera significativement notre capacité collective à offrir un accompagnement de qualité aux franciliens les plus vulnérables. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Hélène Lenédic du guichet unique régional qui va vous présenter plus concrètement ce que sont les ACT, les LHSS et les LAM. Merci de votre attention. Bonjour à tous, moi je suis Claire Guigné, la chef de projet du guichet unique. Donc on va vous présenter effectivement les dispositifs de soins résidentiels, à savoir les ACT, les LHSS et les LAM. Donc c'est ceux qu'on va réguler. On a déjà commencé à les réguler pour les ACT. Je mets sur la slide. Donc, tout d'abord, les lits de Halte Soins Santé, ce sont des hébergements en structure collective. Donc, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Ils ont un système aussi de blanchisserie et de restauration. On est sur de la chambre individuelle ou partagée, des chambres de 3 maximum. Le public, ce sont des personnes sans domicile personnel qui souffrent de pathologies aiguës. Ça, c'est important. C'est ce qui va différencier les LHSS des autres structures qu'on va vous présenter après, des personnes qui nécessitent des soins de manière quotidienne et dont l'état de santé est incompatible avec la rue.
Ce sont des personnes qui ne relèvent pas ou plus d'une hospitalisation. Ça va être un critère commun aussi avec les autres structures et qui sont en capacité de vivre en collectivité parce que ce sont des structures collectives. C'est des structures qui accueillent des personnes majeures uniquement, hormis une structure axée périnatalité en Île-de-France. L'accueil y est inconditionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi sur les autres types de structures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre de séjour qui est exigé, pas de ressources exigées. Pour les LHSS, il n'y a pas de participation financière obligatoire. L'accueil y est plutôt pensé pour du court terme, mais c'est fonction de la situation médicale. Donc, c'est un accompagnement médico-social. Ça aussi, ça va être commun avec les autres structures. Au niveau médical, ça va être des soins médicaux, paramédicaux, prodigués sur la structure, de l'éducation thérapeutique, préparation aussi de la sortie au niveau médical, et au niveau social, construction du projet de sortie au niveau social pour le coup. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour, donc moi je vais... Marie-Hélène, on t'entend plus? Oui, vous avez coupé le micro. Là, c'est bon? Oui, il y a un écho. Attention, du coup. Ah, le problème, c'est que... Bah, il faut que tu éteignes. D'accord, le support, il serait... Oui, excusez-nous, mais pourtant le micro était coupé. Donc, du coup, les lits accueil médicalisés, donc un lieu de vie pour répondre aux besoins des personnes nécessitant des soins lourds et d'accompagnement. Donc, on est de nouveau en structure collective, ce qui va être une grande différence avec les ACT qu'on va vous présenter après, avec bien sûr donc prise en charge blanchisserie et restauration. C'est ouvert en continu, c'est en chambre individuelle ou partagée. On est dans un accueil de personnes majeures à destination de personnes sans domicile personnel, qui souffrent de pathologies chroniques lourdes et invalidantes et qui peuvent entraîner une perte d'autonomie. On a une présence infirmière 24 heures sur 24 et c'est pour des personnes dont la situation bien sûr, de rue est incompatible et il est nécessaire qu'ils aient un hébergement dans une structure qui ne relève pas ou plus de l'hospitalisation. On accueille des personnes majeures. Bien sûr, on retrouve la même chose, hein, l'accueil est inconditionnel, pas nécessité de titre de séjour ni de ressources pour entrer en LAM. Il y a là une participation financière qu'on ne retrouvait pas dans les l'IELTE Soins Santé qui correspond à 25% des ressources. Ce sont des accueils à moyen et long terme. Et donc, c'est très en lien avec les situations médicales et sociales des personnes. Et on retrouve donc les deux types d'accompagnement, l'accompagnement médical et l'accompagnement social proposés au sein de l'équipe. Donc, Excusez mon petit problème technique. Alors, les appartements de coordination thérapeutique, donc ce sont des structures qui proposent de l'hébergement, de la coordination de soins et de l'éducation thérapeutique pour des malades chroniques en situation de précarité. Donc, on est sur de l'hébergement en appartement. Ça peut être de l'appartement individuel ou partagé. Et les appartements peuvent être dans la cité, en diffus, ou regroupés, ou collectifs. Les personnes, le public cible, c'est des personnes qui ont un besoin d'hébergement, soit parce qu'elles n'ont pas de domicile, soit parce qu'elles ne peuvent pas se maintenir dans leur domicile pour des raisons de santé. Des personnes qui souffrent de pathologies chroniques, somatiques et ou psychiatriques, qui ne relèvent pas ou plus d'une hospitalisation. Donc ça, comme on l'a dit, c'est un critère qui est commun et qui nécessitent des soins, un suivi médical et qui présentent des fragilités psychosociales. Donc, il y a des ACT qu'on dit généralistes, mais il y a aussi des ACT avec des places spécifiques. Donc, ça peut être de la dictologie, de la psychiatrie, sortant de prison, pédiatrie, oncologie, soins palliatifs, VIH. Donc, ça, c'est important de le savoir si vous avez des publics si vous recevez des publics qui font partie de ces spécificités. Il faut être en capacité de vivre de manière autonome en appartement. Donc ça, c'est très important. Même s'il peut y avoir des soins qui sont mis en place au niveau du domicile, il faut quand même être en capacité de vivre seul. Et il faut avoir besoin d'une coordination de soins. Les structures ACT accueillent des personnes majeures, mais aussi des mineurs.
dans le cas des mineurs malades qui sont accompagnés d'un membre de leur famille, d'un représentant légal majeur. L'accueil est inconditionnel, donc ça on retrouve. Il peut y avoir une participation financière pour les personnes qui ont des ressources à hauteur maximum de 2 € par jour. Et pour ceux qui n'ont pas de ressources, c'est un système d'aide alimentaire via des chèques services ou des colis alimentaires. Après, ça dépend de l'organisation des structures. L'accueil, c'est un accueil de moyen à long terme en fonction du projet de la personne et de l'évolution de sa santé et de son besoin de coordination médicale. Et l'accompagnement, encore une fois, est médico-social. Donc, ça va de la mise en place des suivis médicaux, l'accompagnement dans l'observance des traitements, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, proposition aussi d'accompagnement psychologique, éducation thérapeutique, et puis au niveau social, ouverture des droits, stabilisation de la situation, démarche d'insertion, et puis démarche de sortie du dispositif ensuite. Donc là, on va aborder le rôle et les missions du guichet unique régional. Donc, Sarah Retteri vous a déjà donné quand même beaucoup d'éléments. Pourquoi, quels étaient les principaux objectifs. Donc, c'est un guichet qui maintenant fonctionne depuis mi-novembre pour les places d'ACT. Comme on l'a indiqué, on vous informera au cours du, je pense, deuxième partie du premier semestre 2026, quand le guichet unique régional gérera les places de l'AM et de l'IELT Soins Santé. Ça représente donc en tout 2625 places de soins résidentiels en date du 3 novembre 2025 sur le territoire de l'Île-de-France. On précise bien qu'on ne va pas réguler les places des équipes mobiles. Donc, on ne régule pas les places d'ACT hors les murs, et toutes les équipes mobiles qui se sont développées au sein de nos départements, ni les ACT chez soi d'abord, ni les XAPA hébergement. Voilà. Donc, ces dispositifs ne font pas partie de la gestion des places de structures de soins résidentiels. Bien sûr, il remplace les 2 guichets départementaux qui étaient préexistants, hein, qui ont arrêté leur activité, qui ont mené leurs dernières activités en octobre 2025, puisque le guichet unique régional a tenu sa première commission en novembre. Le guichet réceptionne l'ensemble des demandes franciliennes de prise en charge en structure de soins résidentiels provenant des prescripteurs. Ce qui est assez important, c'est qu'on ne pourra pas recevoir, en tout cas via trajectoire, des candidatures qui arriveraient de services hospitaliers ou tout autre service en dehors de l'Île-de-France. Par contre, on pourra toujours les recevoir, parce qu'on en a quelques-uns chaque mois, voire chaque année, de personnes qui sont suivies en région et qui souhaitent rejoindre l'Île-de-France pour divers motifs. Ça, on pourra toujours les traiter, mais soit par mail, soit par courrier, car ils ne pourront pas rentrer via trajectoire. Une fois que nous avons donc traité ces dossiers, qu'ils sont passés en commission, quand une place est disponible, nous allons proposer à chaque opérateur 3 candidatures sur les places disponibles en fonction des profils qui nous auront été indiqués. Si c'est, là je parle pour les ACT, des places individuelles, semi-collectives, collectives, si c'est le profil recherché femmes, plus toutes les places d'ACT dites fléchées, si c'est une place pédiatrie, addictologie ou tout autre fléchage prévu. Donc, les objectifs du guichet unique régional, c'est assurer une harmonisation du traitement des demandes pour qu'il y ait plus d'équité, puisqu'en fait, les critères sociaux et les critères médicaux de non-admissibilité vont être aujourd'hui communs à tous les dossiers. C'est fournir une réponse adaptée aux patients ayant besoin d'un hébergement spécifique et de coordination médicale, sociale et psychologique. Donc, amélioration de la coordination, amélioration de l'orientation des usagers concernés. C'est faciliter le processus de demande et d'accès en structure en centralisant les demandes. Donc là, on va arriver, il va falloir quelques semaines, voire mois, mais on va arriver à une demande unique. C'est-à-dire que quand tous les prescripteurs auront compris qu'il n'y a qu'un guichet pour déposer la demande, ça évitera à tous les prescripteurs de déposer au guichet 75, guichet 93 et dans toutes les autres structures. Donc là, ça va être quand même quelque chose qui va être facilitateur. Et on va avoir aussi une facilité de lisibilité des places vacantes. Le guichet va permettre d'assurer une meilleure fluidité, donc réduction des délais de traitement, gain de temps dans l'analyse des dossiers. On va avoir toute une fonction de veille sociale
Donc, fonction d'observatoire des demandes, des admissions et des profils des personnes orientées. Et ça va être aidant aussi par rapport à l'ARS qui va avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des candidatures et des besoins qui apparaissent. Puisqu'on n'aura tout qu'une fois, alors que quand on remplit, par exemple, le RASA, en fait, quand on parle des candidatures, on pouvait être plusieurs opérateurs à avoir eu les mêmes candidatures. Donc, on avait moins de visibilité. Ça a aussi un rôle de formation et d'appui des partenaires à travers des échanges de bonnes pratiques professionnelles sur les dispositifs et les outils. Et la mise en place d'un partenariat avec les SIAO et les équipes mobiles pour faciliter les réorientations vers le secteur AHI. Et ce qui est nouveau, c'est que dès la prochaine commission, donc celle de décembre, on va, pour les candidatures qui ne seront pas admissibles, nous allons formuler une préconisation. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Enfin, c'est une des grandes nouveautés, c'est pas la seule, de la mise en place du guichet unique régional. Donc, au niveau du fonctionnement du guichet, le dossier médical est exigé pour chaque personne malade du foyer, puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes malades par foyer. Et on exige aussi un compte-rendu médical récent en pièce jointe du dossier. Il y a également un rapport social complet qui est demandé afin qu'on puisse comprendre la situation globale de la personne, sa situation notamment résidentielle, son parcours de vie, ses besoins, son degré d'autonomie. Le rapport social, par contre, ne doit pas mentionner de pathologie médicale. C'est important, c'est pour le respect du secret médical. Et pour tout ce qui est pathologie, il y a la partie médicale, bien sûr. Tout dossier incomplet fera l'objet d'une demande d'information, donc d'une incomplétude. La demande doit être faite par un professionnel de santé. Donc ça peut être un médecin, une infirmière pour l'HSS, un médecin pour les LAM et pour les ACT, ça peut être un travailleur social ou le médecin. Les demandes de prise en charge pour les ACT sont effectuées depuis le 2 décembre sur Via Trajectoire. Donc le logiciel qui a été choisi, qui est déjà d'ailleurs qui était déjà opérationnel pour d'autres types de demandes, donc peut-être que vous le connaissiez déjà. Pour les dossiers qui ont été transmis au guichet unique de Paris, entre septembre 2021 et octobre 2025, il faudra relancer une demande sur Via Trajectoire et vous aurez une communication en ce sens D'accord. pour les personnes qui avaient adressé des dossiers. Alors, maintenant, on va vous parler de la manière dont on étudie les dossiers de candidature en ACT. Donc, les demandes reçues font l'objet d'une lecture sociale et d'une lecture médicale par l'équipe du guichet unique régional, qui est une équipe médico-sociale. Seules les demandes considérées à discuter ou qui ont reçu un avis négatif sont étudiées en commission de manière mensuelle. Donc, les commissions, elles regroupent l'équipe du guichet unique régional et les différentes structures ACT francilienne. Et après, c'est la commission du coup qui donne un avis définitif. Donc, c'est une décision vraiment qui est collégiale. Dans l'attente de l'évolution de l'outil Via Trajectoire, on vous fait un retour aux différents prescripteurs par mail pour vous informer des suites données. Donc, ça peut être un avis favorable d'admissibilité. Dans ce cas-là, la personne est placée sur liste d'attente. Ça peut être un ajournement si on a demandé des informations complémentaires. Et ça peut être un avis défavorable, un refus. Donc, je vais vous parler là des différents types de refus, critères de refus qu'on a. Donc, ça peut être un refus avec une origine médicale. Le refus principal, c'est qu'il n'y a pas besoin de coordination médicale. Ça peut être qu'il n'y a pas de pathologie chronique. Donc, on va être par exemple sur du handicap, de la séquelle ou de la pathologie aiguë, par exemple. Autre type de refus, pas de pathologie somatique ou psychiatrique. Par exemple, un dossier où c'est uniquement de l'addiction. Hormis pour les quelques places crack au niveau de Paris, il ne faut pas forcément de pathologie associée, sinon uniquement de l'addiction, ça ne suffit pas. Ça peut être aussi une pathologie psychiatrique avec un suivi qui n'est pas suffisamment entamé, quelqu'un qui n'est pas du tout stabilisé. Du coup, on sait qu'en logement, ça va être compliqué. La nécessité aussi d'une structure prodiguant des soins, ça peut être un autre motif, ou une personne qui n'est pas en capacité de vivre seule, pas assez autonome, de la dépendance, un handicap sévère ou qui nécessite une présence permanente. Au niveau social, les critères de refus, ça va être une personne qui n'a pas besoin d'accompagnement social du tout parce qu'elle est très autonome dans ses démarches ou qui relève plutôt de l'AHI, d'un CHRS, d'un EHPAD
ou au contraire d'un logement autonome, d'un logement social par exemple. Ça peut être aussi une personne qui est actuellement en logement et on estime qu'elle pourrait s'y maintenir si on met en place un étayage adapté, ou quelqu'un qui risque de perdre son autonomie si, en intégrant un ACT, par exemple dans le cadre d'une décohabitation. Autre type de refus, la composition du foyer qui serait incompatible avec la capacité d'accueil des ACT franciliens. Par exemple, en Île-de-France, on sait qu'au-delà de 3 accompagnants par personne malade, c'est pas possible en raison des financements. Alors, la priorisation des demandes. Comme je vous indiquais tout à l'heure, on a fait quelques changements entre les fonctionnements des guichets uniques départementaux et le guichet unique régional. Et la première chose que je vous ai expliquée, c'est la préconisation, mais aussi on a fait une priorisation qui n'est pas par ordre d'arrivée des dossiers. Donc, si la demande est admissible, le placement est sur une liste d'attente qui est aussi toujours valable 3 mois à compter de la date de la commission. Donc, on est obligé d'uniformiser, donc ce n'est pas la date d'arrivée des dossiers. On a une commission chaque mois et c'est à partir du moment où on a validé toutes les admissibilités que le délai des 3 mois démarre. Au-delà de ce délai, vous devrez actualiser votre demande et seules les personnes placées sur les attentes peuvent être proposées sur une place disponible. En cas de refus, le motif de refus est communiqué ainsi qu'une proposition de préconisation d'orientation. Donc ça, les refus étaient déjà transmis, mais là, on rajoute une proposition de préconisation. Il n'y a aucun engagement dans notre proposition de préconisation, mais c'est pour aider le prescripteur par rapport au refus motivé qu'on aura fait, de les aider aussi à leur dire peut-être c'est plutôt vers ce type de structure que vous pourriez orienter la personne. Donc, on a mis en place une priorisation des demandes basée sur des critères de vulnérabilité. Donc, on a mis en place des scorings au niveau social. Et donc, les situations les plus prioritaires sont les situations de rue, de personnes sans ressources et sans titre de séjour, ou âgées, allophones et sans suivi social. Et il y a aussi donc un critère au niveau médical. Donc, le critère de priorisation sont la gravité de la pathologie, l'évolutivité, les comorbidités, l'observance, le nombre de professionnels de santé mobilisés, l'avancée du projet de soins, le niveau d'autonomie globale et la spécificité des lieux de soins. Donc, chaque scoring est sur 20 et la note totale sera donc sur 40. Et donc, nous avons un tableau de bord où nous rentrons ce scoring pour tous les dossiers, tous les patients admissibles. Du coup, on peut passer peut-être au... Oh, il y a un écho. Au temps de questions-réponses. Alors, je vais reprendre les questions dans le chat. Tac, 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 je remonte le fil. Alors, attends, je vais me mettre à côté de toi. On en a plusieurs. Il y avait des questions sur la fréquence des commissions. Donc ça, Madame Lenedic a répondu, les commissions sont mensuelles. Mensuelles. Pour les lames, elles seront aussi mensuelles et pour les lits de soins santé, ça sera 2 fois par mois. Autre question. L'espace et l'accès à Via Trajectoire est-il par professionnel ou par structure? Du coup, on laisse le Cézanne répondre. Oui. Oui, bien sûr. En fait, les accès sont nominatifs pour des raisons de sécurité et de traçabilité. Donc, chaque professionnel qui accède à Via Trajectoire a ses propres accès. Par contre, on fonctionne tous en équipe, donc c'est important que les tableaux de bord qui sont paramétrables par service, par unité, par équipe, soient accessibles à plusieurs personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vous expliquer dans les formations par la suite. Merci. On avait des Ensuite. questions sur les critères d'entrée en ACT, donc ça ne change pas avec la mise en place du guichet. Pour répondre à la question, est-ce que le guichet unique concerne uniquement l'Île-de-France ou a vocation à être le même fonctionnement dans les autres régions? Pour l'instant, le guichet unique ne concerne bien que l'Île-de-France.
Et les autres régions ont évidemment connaissance des travaux que nous menons et sont très intéressées. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre guichet unique en France que celui-là, avec cette ampleur-là. Et pareil pour l'utilisation de la trajectoire, du coup, c'est uniquement pour l'instant enfin, au niveau régional Île-de-France et peut-être par la suite, en fonction des régions, ça va peut-être se généraliser à d'autres régions. Mm. Les places vacantes seront-elles affichées par structure en temps réel? Oui, du coup, les disponibilités des places doivent être remontées par les gestionnaires dès qu'une place se libère et même voir en amont en fonction voilà, de la fréquence des sorties. Le guichet unique régional sera informé au mieux pour pouvoir derrière mettre à disposition la place et accueillir une nouvelle personne. Oui, donc le temps réel, c'est par rapport à la déclaration de la place disponible par l'établissement qui dispose de cette place. C'est-à-dire que théoriquement, il le fait en temps réel. Après, c'est ce qu'on constatera si les structures jouent bien le jeu ou pas. Quand vous parlez d'un partenariat avec les SIAO et les équipes mobiles, qu'est-ce qui est entendu? Alors ça, c'est un partenariat qui est en train de se construire. Déjà avec les SIAO, on a la semaine prochaine, une deuxième rencontre avec l'ensemble des SIAO, notamment les référents santé, pour voir comment on peut construire un travail de partenariat pour quand nous, on a des situations qui sont, enfin, quand eux ont des situations, par exemple sur le secteur AHI, qui auraient besoin de la mise en place, de rentrer dans une structure de soins résidentiels, mais qu'entre-temps, en fait, il n'y a pas de place, ou comment on va collaborer dans un sens ou dans l'autre, aussi pour la fluidité du secteur, du sortie de notre secteur, mais on pourra vous en dire plus peut-être dans quelques semaines, voire quelques mois, parce que c'est un début et on est en train de construire. Et on va organiser aussi la même chose avec les coordinateurs des équipes mobiles des départements d'Île-de-France, hein. Là, j'ai commencé à organiser ça. Déjà parce qu'il faut bien les former, les équipes mobiles, pour qu'ils puissent nous envoyer des candidatures. Parce que je pense qu'eux, ils ont aussi, ils repèrent, hein, dans les accompagnements qu'ils font, que ce soit sur le secteur HI ou dans tout autre lieu. Donc, on sait très bien que ça ne va pas être la même chose d'un département à l'autre, mais on travaille là collectivement avec l'ensemble des référents santé des SIAO pour voir comment on peut construire notre partenariat. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra plus se prononcer dans quelques mois. Est-ce qu'un coordinateur de parcours d'un DAC peut réaliser la demande sur Via Trajectoire? Alors, oui, par défaut, tous les professionnels sociaux ou médicaux en fait, qui ont besoin tout simplement de faire une demande d'admission en ACT aujourd'hui, et puis demain, l'âme LHSS pourra intégrer Via Trajectoire, sous une condition, en fait, c'est l'accord de l'usager. Merci. Concernant les demandes ACT, est-ce que tous les ACT sont inscrits au guichet régional ou est-ce qu'il reste encore des indépendants et si oui, lesquels? Tous les ACT sont bien inscrits dans cette démarche. Donc non, il ne reste pas des ACT hors guichet unique régional. Donc toutes vos demandes sont à faire sur la trajectoire et seront traitées par le guichet unique régional. Merci. Est-ce que seuls les médecins pourront faire remplir les demandes de l'âme? C'est le dossier médical, effectivement, qui doit être renseigné par un médecin pour une orientation en LAM. Sarah, Et- Caroline, excusez-moi, Oui. juste sur la question précédente, on avait souvent des interrogations aussi sur les ACT, un chez soi d'abord. Oui. Ils ne sont pas inclus en fait dans la Voilà, régulation eux du ne sont guichet pas unique inclus. Voilà. régional. Non. Du fait de leur spécificité et aussi de l'organisation aussi très territorialisée sur ces dispositifs qui sont assez récents. Donc pour l'instant, ils ne font pas partie de la régulation des places. Ensuite, concernant les ACT, pouvons-nous orienter des personnes hébergées en CHU ou en CHRS? Oui, oui. Tout le secteur AHI, quand il repère des personnes qui ont besoin de coordination médicale, peuvent être orientées vers les ACT. Reçoit-on une notification pour actualiser le dossier sur Via Trajectoire?
Normalement, oui, Oui, mais on va tester, hein, oui, parce qu'on oui. n'a Non, pas, on n'a pas eu encore de dossier, hein. On regarde tous les jours, mais il n'y en avait pas encore ce matin, donc en fait, voilà. il y a deux, il y a enfin, il y a deux informations qui permettent de savoir qu'il faut actualiser le dossier. Il y a effectivement une notification qu'on reçoit par mail. Donc, normalement, au bout de 3 mois à compter de la date de validation du dossier, mais ça, c'est des éléments, comme le dit Marie-Hélène, qu'il faut qu'on sécurise pour dans 3 mois. Et l'autre élément aussi qui sera beaucoup plus visuel, c'est que sur vos tableaux de bord, chaque établissement, en fait, donc chaque personne, qu'elle soit plutôt sociale ou médicale, voit sur son tableau de bord l'ensemble des dossiers qui ont été suivis. Et donc, il y a un jeu de couleurs, de pictogrammes, on va vous montrer ça tout à l'heure, qui permettent justement d'attirer l'attention sur la nécessité d'actualiser les dossiers. Alors, il y a beaucoup de questions sur comment dois-je faire sur Via Trajectoire, etc. Donc, je pense que ça fait partie de la suite de la Oui. présentation. Tout le secteur haché est concerné, exemple les accueils de jour. Oui. En fait, tous les prescripteurs qui prennent en charge des personnes qui sont en situation très précaire et dont l'état de santé nécessite une prise en charge en ACT, en l'occurrence, puisqu'on commence par les ACT, sont éligibles à demander sur Via Trajectoire une orientation, comme aujourd'hui. Ça, le guichet unique, en fait, c'est une nouvelle modalité de travail qui simplifie les choses. Mais ça ne change pas les critères d'éligibilité précédents et le fonctionnement d'un ACT comme avant. Donc, aucune exclusion de professionnels ou de structures pour faire une demande d'ACT. Alors, j'essaye de... Parce que du coup, j'avais noté toutes les questions, mais je vois que vous n'arrêtez pas d'en poser, donc c'est bien parce que c'est très vivant. Est-ce qu'une personne majeure peut faire une demande d'ACT pour elle et un de ses parents qui est son tuteur dans le cadre d'une mesure de protection, tous deux étant sans Oui, hébergement? oui, on a régulièrement des candidatures avec ce type de composition familiale. En tout cas, c'est toujours pris en compte. Après, il faut voir quelle structure peut les accueillir, parce qu'il y a du coup une configuration d'hébergement qui doit correspondre, mais oui, oui. Je vois aussi, il y a une question sur la consommation d'alcool au sein d'une structure. Tout ce qui est ACT avec un fléchage à dicto, et souvent ils acceptent les consommations actives. Comment sont transmises les données à caractère médical dans le cadre du dossier de candidature? Comme aujourd'hui, il y a un volet Voilà. médical dans le dossier. Enfin, je vais laisser Ouais. le Et chair répondre. puis, là, avec la plateforme maintenant via Trajectoire, on est dans une plateforme numérique sécurisée, donc il n'y a pas de difficulté pour transmettre les données médicales. Et là, le numérique va même plus loin qu'avant quand on transmettait juste un dossier papier où le lecteur a accès à l'intégralité du dossier papier. Là, sur Via Trajectoire, selon les habilitations qui seront données aux équipes qui vont alimenter le dossier, il est possible de cloisonner l'information, ce qui fait que les données médicales ne sont en théorie accessibles que aux professionnels médicaux sauf s'il y a des délégations ou des habilitations spécifiques en fonction des métiers ou en fonction de l'organisation qui sera mise en œuvre dans l'établissement. Les demandes d'orientation sont-elles valables sur l'ensemble du territoire national? Non. Puisque ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, c'est que c'est un guichet unique qui concerne la région Île-de-France. Donc, pour des demandes hors Île-de-France, c'est le process d'aujourd'hui qui s'applique. Une fois la demande remplie sur trajectoire, nous n'avons pas besoin de sélectionner les établissements. Il faudra juste, alors, faudra-t-il juste remplir la partie médicale et sociale? Alors, effectivement, si la question elle s'adresse à Cézanne, c'est même l'intérêt là pour le coup du numérique, puisque les établissements qui accompagnaient et les personnes qui accompagnaient l'usager n'auront plus besoin de chercher une place, un établissement pour l'usager qu'ils accompagnent. Ils n'auront plus besoin de relancer directement les établissements pour savoir s'il y a de la place, pour l'actualiser. Aujourd'hui, tout ça se fera avec Via Trajectoire et puis surtout et notamment par l'intermédiaire du guichet unique régional qui a vocation justement de vous alléger toute cette charge de travail-là.
Et le fait qu'ils soient en contact quotidiennement avec les structures de soins résidentiels, ils connaîtront je dirais, plus vite, mieux les différentes opportunités, disponibilités comme ça qui s'offrent à l'ensemble des usagers sur l'ensemble du territoire régional. Du coup, comme il y a plusieurs questions qui se ressemblent sur comment fait-on, faut schématiquement s'imaginer que le guichet unique est au centre d'un dispositif qui est, d'une part, il reçoit toutes les demandes de prise en charge pour le moment en ACT. D'autre part, il reçoit les informations sur la capacité d'accueil disponible. Et ensuite, il oriente 3 personnes à chaque fois qu'une place est disponible. Donc, il n'y a pas de question, comme disait Brice tout à l'heure. Il n'y a pas la question de est-ce que je dois moi-même aller chercher une structure spécifique? Est-ce que je peux cibler moi-même la structure spécifique? Ou est-ce que la structure spécifique peut aller choisir son candidat toute seule? En fait, c'est vraiment le guichet unique au centre. Réception des demandes, réception des places disponibles et proposition des candidatures, puisque les établissements gardent évidemment la décision d'admission sur les candidats qui seront proposés par le guichet. On va vous faire une démonstration de l'outil Via Trajectoire. Je pense que ça vous paraîtra plus concret, plus précis. Vous verrez aussi les zones où vous pouvez mettre des commentaires, modifier le rapport social, sans pour personnaliser aussi les approches et peut-être rassurer aussi certains établissements qui ont des demandes peut-être particulières à faire pour accompagner au mieux les usagers. Donc, beaucoup de questions effectivement sur l'accès à Via Trajectoire. Comment fait-on? Quelle est la durée de l'hébergement en soins résidentiels? Ça dépend, ça dépend de la structure d'une part, et puis ça dépend de l'état de santé de la personne d'autre part. Donc, il y a des moyennes, hein, évidemment, qui sont supérieures à 2 ans pour un LAM, à 1 an pour un LHSS, et en ACT, c'est encore 6 mois voilà, environ. 3 ans. Mais le cadre réglementaire, du coup, c'est pour les LHSS, on est sur un accueil de 2 mois renouvelable si besoin. Sur le LAM, du coup, c'est de l'accueil, enfin, c'est une structure de vie, donc il n'y a pas de date limite. Et sur les ACT, il n'y en a pas non plus, mais oui, effectivement, c'est à peu près aussi 3 ans. Donc après, sur les questions, parce que là, je vois aussi, il y a beaucoup de questions sur des cas très particuliers. Donc, je comprends que vous êtes un certain nombre à avoir en tête des situations sur lesquelles, j'imagine, vous avez beaucoup de difficultés pour savoir où orienter les personnes. Là-dessus, n'hésitez pas vraiment à vous référer à ce qu'on a proposé au début de la présentation, hein, ce que Sarah Retteri a évoqué tout à l'heure et Marie-Hélène le dédique également, sur quel est l'objectif de la structure, qu'est-ce qu'un ACT, qu'est-ce qu'un LAM, qu'est-ce qu'un LHSS. C'est-à-dire que l'ACT, aujourd'hui, oui, il faut effectivement une fragilité psychosociale. Il faut, la personne a une maladie chronique, mais il faut, dans les critères d'admission, qu'il y ait une nécessité de coordination médicale. Et en fait, ce n'est pas simplement un critère exclusif l'un de l'autre, c'est cumulatif. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui de répondre à chaque situation individuelle que vous avez tous en tête, parce que j'imagine que vous en avez beaucoup en tête et que du coup, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de se dire, la structure, est-ce que le profil que j'ai en tête, est-ce qu'il répond à tous les critères de prise en charge, puisque derrière, évidemment, vous le savez, il y a des équipes qui sont formées. Et l'idée, c'est bien qu'elles puissent avoir une prise en charge adaptée au cas qui sera à la personne qui pourra être admise. Une autre question, peut-on choisir une ville ou un département pour les orientations? Donc, effectivement, en fait, il n'y a pas de choix direct sur la structure qui est positionnée dans tel ou tel territoire, mais l'idée, c'est vraiment de respecter en fait le choix du patient tant que de possible en fonction de la disponibilité des places, de l'orienter dans le département qui a été du coup indiqué dans le dossier. Donc, d'où l'importance de renseigner cette partie-là dans le dossier et de préciser si le patient a une préférence. Mais la garantie de lui proposer une place dans le département de préférence n'est pas, voilà, c'est pas ce ne sera pas une équation, voilà, c'est pas forcément, ce sera pas forcément fait au vu de la disponibilité des places. On a ici une question alors d'un ACT, si je comprends bien, qui se demande si ils vont recevoir des candidatures
via la plateforme Via Trajectoire. Par rapport au ROR, ils indiquent qu'ils déposeront les places libres au sein de nos structures. C'est une question. Est-ce que c'est ça qu'ils doivent suivre comme procédure? Et si ces places ne sont plus disponibles, est-ce qu'il faut mettre à jour le ROR? Et est-ce que le ROR, enfin, et Via Trajectoire sont en lien? Pour l'instant, ce qu'on demande aux ACT, c'est de nous envoyer un mail avec le détail et les profils de la place. Le ROR, on va le voir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout n'est pas mis à jour, donc ça peut pas être vraiment le seul. C'est le point pour savoir si une place est disponible et il n'y a pas de lien entre Via Trajectoire et l'Aurore pour nous permettre de savoir s'il y a des places libres aujourd'hui. Après, les choses évolueront peut-être, mais pour l'instant, ça se passe comme ça. On transmet les candidatures. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que pour essayer qu'on soit beaucoup plus dynamique dans les admissions, les opérateurs ont 2 semaines pour nous faire leur retour par rapport aux 3 candidatures. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, parce que c'était un peu plus long avant, et ça fonctionne bien, on a commencé, hein. On a déjà les premiers retours au bout de 2 semaines, et aujourd'hui, là où on en est de Via Trajectoire, ça s'arrête là, du coup, à la transmission du dossier et au traitement par la commission, mais il n'y a pas de lien direct aujourd'hui avec Via Trajectoire et l'Aurore, et les opérateurs n'ont pas accès pour l'instant à Via Trajectoire, ça sera un autre module. Là, Effectivement, il du faut coup, nous signaler vos places libres. On n'a pas le moyen aujourd'hui en plus, tout n'est pas mis à jour, d'avoir quelque chose qui soit très réactif si on ne nous les transmet pas en direct. Alors, que fait-on avec un LAM qui serait sectorisé sur un département? Sa sectorisation sur le département va-t-elle perdurer? Alors, il n'y a pas de sectorisation si on pense comme la sectorisation sur les secteurs psychiatriques. L'idée, c'est que les LAM, ils sont implantés là où il y a des besoins populationnels. Et donc, l'idée, comme Marie-Hélène Ledédic le disait, c'est de respecter l'ancrage territorial qui sera inscrit dans le dossier de demande de prise en charge. J'essaye de voir, parce qu'il y a encore énormément de questions à chaque fois qu'on prend des salves, il y en a 15 qui arrivent. Pouvez-vous m'informer de l'évolution des dossiers constitués avant août 2025? Le dossier type doit-il de nouveau être adressé? C'est comme l'a précisé tout à l'heure ma collaboratrice. Là, nous, on a repris 3 mois d'ancienneté sur le guichet unique départemental. Tous les dossiers donc, qui sont arrivés au guichet unique départemental 75 entre 2021 et août 2025, il faut les ressaisir sur Via Trajectoire. De toute façon, après, on n'a plus dans une priorisation par ordre chronologique, c'est une priorisation par vulnérabilité. Donc, ça change de toute façon tout, même par rapport à l'ancienneté qui aurait existé sur le guichet unique 75. Donc là, vous le comprenez bien tous, hein, on est sur un projet qui est expérimental. On a la chance d'être la première région à tester ce nouveau parcours. Donc effectivement, la mise de départ, mais c'est valable qu'une seule fois, c'est qu'il faut effectivement alimenter via trajectoire donc chaque dossier finalement qui était en liste d'attente ou chaque nouveau dossier doit être saisi au moins une fois sur via trajectoire. Pourquoi est-ce que ça doit passer par vous? Tout simplement parce que c'est vous après qui êtes propriétaire du dossier, c'est vous qui êtes prescripteur. Et donc, si vous voulez recevoir les notifications, vous vouliez tout à l'heure, vous demandiez à être informé des suites qui sont données sur le dossier, il n'y a que vous, finalement, qui pouvez saisir ces éléments-là. Alors, si une structure d'orientation ne peut accueillir une personne, peut-elle être orientée vers une autre structure par le guichet unique? Déjà, quand on va gérer l'ensemble des places, donc ACT, LAM et l'IELT Soins Santé, la commission pourra indiquer que, par exemple, ce n'est pas un profil ACT, mais un profil LAM, et le positionner du coup sur la liste d'attente des LAM. Ça, voilà, ça c'est notre possibilité. Mais on n'a pas d'autres possibilités. Après, on fera que des préconisations, secteur AHI, je sais pas, EHPAD, etc. Mais on ne pourra pas faire autre chose. On pourra faire des changements de préconisation uniquement entre ACT, LAM et l'IELT Soins Santé.
Alors, on a une question sur un ordre du coût d'hébergement. Faut-il avoir un droit MDPH? Donc là, je pense qu'il y a une confusion sur notre secteur, puisque les personnes qui, globalement, hein, comme on disait en introduction, sont des personnes en situation de grande précarité. Si elles disposent par ailleurs de ressources, elles peuvent parfois avoir une participation financière à, à, à acquitter à hauteur de 25% de leurs ressources. Mais il n'y a pas, c'est pas comme sur, par exemple, des structures type des EHPAD où il y a un reste à charge pour la personne. C'est pas du tout comme ça que nos structures fonctionnent. La personne, elle est prise en charge totalement. Comme on est sur le principe de l'accueil inconditionnel, comme on l'avait précisé au début, du coup, il n'y a pas de nécessité d'avoir des ressources à l'entrée. Une autre question qui a été posée 2 fois, donc je la pose. Une personne ayant des soins réguliers, par exemple des chimios, l'orientation de la structure tiendra-t-elle compte du secteur hospitalier pour éviter aux patients des transports trop longs en VSL ou taxi conventionné? Alors, quand on étudie un dossier, on a effectivement le lieu du suivi hospitalier, on a la domiciliation administrative, des fois on a l'information d'où la personne vit, qui n'est pas toujours dans le même département ou la même ville que la domiciliation. Donc, on va essayer de tenir compte de tout ça, mais ça commence à faire beaucoup de critères d'accroche, d'ancrage. Et du coup, oui, effectivement, l'intérêt est peut-être de prioriser par rapport au lieu où la personne est suivie. Après, le lieu où la personne est domiciliée, c'est là où on va avoir tous les droits ouverts. Donc, il faut aussi être vigilant par rapport à ça pour pas que la personne se trouve en rupture. C'est un exercice qui est pas simple, mais on essaye de tenir compte de tout ça. Donc là, je vois qu'il y a des questions auxquelles les réponses sont, enfin, il y a des réponses qui ont été apportées. Est-ce qu'on passe à la... Juste peut-être Vas-y. une question qui me semble importante. Pour le guichet unique, si nous avons un doute concernant une orientation, est-il possible de vous envoyer un mail pour obtenir des conseils avant de faire une demande? Oui, oui. Donc, sur la boîte mail guichet unique régional que vous avez dû avoir, les collègues répondent chaque jour. Et vous allez le voir aussi, parce qu'on a fait le constat en travaillant avec le guichet unique et puis l'ARS, qu'il y a énormément de demandes en fait, qui sont envoyées aux guichets départementaux de demande d'ACT, qui s'avéraient effectivement inadéquate, notamment pour des raisons médicales. Et donc, quand on a travaillé sur ce nouveau module numérique, on a identifié un certain nombre de questions sous forme un petit peu d'auto-questionnaire, vous allez voir ça, qui vous aident justement à vous dire, bah, tiens, est-ce que a priori, l'orientation en ACT, et puis bientôt en LAM et en LHSS, s'avère plutôt pertinente ou pas? Donc l'outil numérique, évidemment, ne bloque aucune demande a priori, en tout cas aujourd'hui. Et ça, c'est tout des jeux de questions-réponses qu'on pourra améliorer au cours des semaines, des mois d'utilisation, justement pour vous aider à gagner du temps quand vous avez des demandes ou des questions comme ça sur la meilleure orientation possible au regard des situations rencontrées. On va Du coup, effectivement vous présenter l'outil. juste, on a une dernière question, effectivement, sur la question du turnover des professionnels dans les structures. Donc, si je retraduis bien la question, il ne faudra pas hésiter si je l'ai mal traduite. Globalement, s'il y a un professionnel qui lance une demande d'admission dans Via Trajectoire et qui ensuite ne travaille plus au sein de la structure, qu'en est-il de la reprise de l'équipe de la structure pour suivre le dossier? Alors, effectivement, il y a plusieurs questions dans la question. L'intérêt de Via Trajectoire et ce qui fait sa force, c'est que, comme je le disais précédemment, on fonctionne par structure. C'est-à-dire qu'il y a un tableau de bord qui permet à chaque équipe de prise en charge d'accéder au tableau de bord et donc à chaque dossier. Les individus se connectent avec des identifiants nominatifs. Donc, dès qu'une personne quitte la structure, il faut que le référent Via Trajectoire de la structure, du coup, stoppe ses accès. Et dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, il lui donne ses propres droits habilitation, selon qu'il soit un prescripteur social ou médical. Et comme ça, il accède directement aux dossiers qui sont présents sur le tableau de bord de la structure.
Et comme on sait que sur ces parcours-là, il y a aussi beaucoup de turnover, l'intérêt comme ça d'avoir un seul outil numérique, ça facilite aussi finalement l'appropriation par l'ensemble des acteurs aussi de ces parcours-là. C'est valable pour le secteur social, mais c'est aussi très valable pour le parcours sanitaire, parce que la trajectoire est déjà très utilisée par les services sociaux hospitaliers pour d'autres parcours. Et donc c'est aussi ce qui fait sa force, parce que c'est un outil qui s'approprie facilement. Peut-être avant de laisser la parole à Laetitia Cabana qui va vous présenter Via Trajectoire, vous dire que une page est dédiée au guichet unique régional sur le site de l'agence. Donc vous allez avoir les contacts utiles. On mettra aussi les informations quant au déploiement pour les LHSS et les LAM, même si par ailleurs on vous fera parvenir un courrier pour vous informer du lancement là, pour les LHSS et les LAM sur Via Trajectoire. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'agence. Ça permet aussi d'avoir la description des LHC, SLAM et ACT. On a mis aussi un tableau de la HAS qui permet d'avoir les grandes différences entre les dispositifs. Ça peut vraiment vous permettre de mieux cerner de quoi parle-t-on et de faire les bonnes orientations. Et donc voilà, n'hésitez pas à contacter le guichet unique du coup si vous avez besoin de compléments d'informations sur les orientations que vous allez pouvoir faire dans les semaines à venir. Du coup, Laetitia, on te laisse la parole. Merci Sarah. Donc du coup, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que le guichet unique, les LAM, les LHSS, les ACT, on va pouvoir se pencher sur la question de qu'est-ce que Via Trajectoire et comment l'utiliser pour envoyer des demandes dans un premier temps vers les ACT. Alors Via Trajectoire, c'est un programme national d'orientation soutenu et financé par les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie. Il s'agit en fait d'une plateforme numérique sécurisée qui aide les usagers et les professionnels de santé à trouver un établissement adapté aux besoins médicaux et sociaux de l'usager ou du patient selon le contexte. La plateforme est développée par le GCS SARA, donc le GRAD Auvergne-Rhône-Alpes, où la plateforme a été déployée depuis 2008. En 2012, l'ARS Île-de-France a délégué le déploiement du programme Via Trajectoire au GRAD d'Île-de-France, donc le GIP Cézanne. Et en 2022, une grande étape pour Via Trajectoire, puisque Via Trajectoire a intégré la doctrine technique du numérique en tant que service socle. On a dans Via Trajectoire 4 grands domaines: sanitaire, grand âge, handicap et troubles du neurodéveloppement. Dans sanitaire, les professionnels vont pouvoir orienter des patients en soins médicaux et de réadaptation, en unité de soins palliatifs ou encore en hospitalisation à domicile. Et nouvelle arrivée, depuis le 2 décembre, les professionnels peuvent réaliser des demandes de prise en charge en appartement de coordination thérapeutique et bientôt en LHSS et en LAM. Dans grand âge, les professionnels et les usagers vont pouvoir réaliser des demandes d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées, tels que les EHPAD, les résidences autonomie ou encore les unités de soins longue durée. Côté handicap, il sera question, sous réserve de l'accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de réaliser des demandes d'admission en établissement d'hébergement, cette fois-ci pour personnes en situation de handicap, aussi bien adultes qu'enfants. Et ici encore, les usagers ont la possibilité d'intervenir sur le dossier et de suivre les demandes, tout comme les professionnels. Enfin, nous avons troubles du neurodéveloppement qui permet de demander la prise en charge des enfants âgés de 0 à 12 ans ou 0 à 6 ans selon les territoires par les plateformes de coordination et d'orientation, donc les PCO, dans le cadre du dépistage des troubles du neurodéveloppement. En quelques points clés, Via Trajectoire permet une aide à l'orientation et à la recherche d'établissements en analysant les besoins du patient au regard des ressources et des capacités des structures d'accueil. Via Trajectoire fonctionne avec des formulaires dématérialisés uniques par parcours afin de faciliter la prise en charge tout en garantissant une certaine qualité des dossiers. Via Trajectoire propose un suivi en temps réel grâce notamment à des tableaux de bord et un système de notification par mail.
Les tableaux de bord sont accessibles aux utilisateurs ayant les habilitations nécessaires et surtout aux utilisateurs au niveau de l'établissement ou de l'unité, donc pas uniquement à l'utilisateur qui aura créé le dossier. Ça, je crois que ça répond en partie à une question qui a été posée tout à l'heure sur le turnover notamment. Il existe également un module statistique appelé Observatoire qui permet de récupérer des tableaux de données, par exemple combien de patients ont été orientés en soins palliatifs sur le premier semestre de 2025 par une unité A ou un établissement B. Cette fonctionnalité peut aider par exemple dans la construction de rapports d'activité ou dans l'analyse des parcours. Et enfin, Via Trajectoire peut être interfacée pour certaines structures, mais pas toutes encore, avec le ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources d'Île-de-France. Alors, je vous propose maintenant de regarder plus précisément comment fonctionne Via Trajectoire dans le cadre d'une demande de prise en charge en ACT. Alors, je vais d'abord poser un petit peu le décor et ensuite nous entrerons peut-être un peu plus en détail avec une démonstration directement dans l'outil. Donc, tout commence finalement ici par la création du dossier avec les informations clés du dossier, notamment au niveau de l'identité du patient. Ensuite, le médecin complète les parties médicales, l'orientation et le niveau d'autonomie. De là, le médecin repasse la main aux services sociaux qui pourront renseigner le volet administratif et social. Et une fois le dossier complété, il pourra être transmis au guichet unique régional qui va pouvoir analyser le dossier selon les critères d'admissibilité qui vous ont été présentés précédemment. De là, alors sur notre schéma, on a deux possibilités, il y en a une troisième, mais qui rejoint quand même ce schéma-là. Après analyse, on va donc avoir les patients qui sont admissibles et les patients qui ne sont pas admissibles. La troisième possibilité qui n'apparaît pas ici, ce sont les dossiers qui seront jugés incomplets et qui vous seront donc retournés pour complétion du dossier. Si le patient est admissible, le dossier sera partagé avec les ACT qui répondront en fonction de leur disponibilité. L'avis du GUR, c'est un avis favorable, donc on dit que le patient est admissible, mais il n'y a aucune garantie automatique de prise en charge. Les places disponibles restent quand même un facteur déterminant. Si l'avis est défavorable, le guichet unique régional vous retournera un refus motivé avec une proposition d'orientation alternative et dans ce cas, en fonction du parcours, un nouveau dossier pourra être créé dans Via Trajectoire. Pour utiliser Via Trajectoire, quelques éléments doivent être mis en place. La structure doit d'abord être référencée dans l'outil avec au moins une unité de renseigné. C'est ce qui permettra d'envoyer des demandes, mais aussi d'accéder au tableau de bord pour avoir le suivi des demandes envoyées. On a également des prérequis au niveau de l'utilisateur. Donc côté utilisateur, il vous faudra un compte utilisateur actif à votre nom, ainsi qu'une habilitation qui permet de réaliser des demandes, à savoir soit prescripteur médical, soit équipe soignante, soit gestionnaire administratif et social. Ces habilitations, elles sont données par vos référents Via Trajectoire et en fonction de votre profession et de votre éligibilité à avoir accès ou non, notamment à des informations médicales par exemple. Alors ces informations sur les prérequis et de manière générale sur l'utilisation de Via Trajectoire pour les demandes de prise en charge en ACT,
elles étaient disponibles dans une annexe que l'ARS vous a transmis le mois dernier, avec un lien notamment vers le parcours de formation dédié à la gestion des comptes et habilitations qui peut aider vos référents à vous habiliter si vous êtes déjà décrit, et également toutes les informations nécessaires pour savoir comment avoir sa structure décrite dans Via Trajectoire et comment avoir un compte. Et on a reçu d'ailleurs quelques mails déjà depuis le début de ce webinaire pour des demandes de création de structure, et on tâchera d'y répondre un peu plus tard dans la journée. Donc voilà la vision d'ensemble de Via Trajectoire et de l'envoi des demandes de prise en charge en ACT. Nous allons maintenant passer à la partie un peu plus concrète avec la démonstration dans l'outil. Alors le temps que je fasse mon changement de partage d'écran, n'hésitez pas à utiliser la fonction réagir de Teams pour nous indiquer si vous connaissiez déjà Via Trajectoire et si vous l'aviez déjà utilisé. Alors, je vous prie de m'excuser quelques instants. Les aléas du direct, comme on dit. Je ne parviens pas à partager. Voilà, c'est bon. Alors, normalement, mon partage a fonctionné et mon écran est bien visible. Tout à fait. Donc, merci Sarah pour la confirmation. Donc, je vais me connecter, pas sur le vrai Via Trajectoire, sur une plateforme alternative qui nous permet de réaliser des tests, puisque pour des raisons assez évidentes, je ne suis pas habilitée à créer un vrai dossier dans Via Trajectoire, mais c'est une copie conforme de ce que vous pourrez avoir dans Via Trajectoire. Je vais me connecter avec des identifiants côté structure sociale pour vous montrer notamment la première partie sur initier un dossier et le transmettre à une structure médicale pour complétion du volet médical. Donc j'ai renseigné mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Au besoin, vous avez juste ici l'option mot de passe oublié qui vous permettra de suivre la procédure de récupération de mot de passe. Donc je clique sur se connecter et j'arrive sur Via Trajectoire. Alors là, j'arrive sur la page d'accueil avec un petit détail donc de ce qu'est Via Trajectoire, des différents modules qui composent Via Trajectoire et également des ressources et liens utiles sur le côté. De manière générale, on va pouvoir naviguer dans Via Trajectoire en utilisant tout en haut le bandeau de navigation. On a différents menus auxquels on va pouvoir accéder. Et pour accéder au menu, on va passer le curseur. Donc là, par exemple, si je passe le curseur sur Annuaire, je vais avoir les différentes options que je peux consulter dans Annuaire et je pourrai aller regarder, par exemple, les contacts en région ou les établissements sanitaires. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout comment créer et envoyer une demande de prise en charge en ACT. Ici, on va avoir personne en difficulté spécifique. Et quand on passe le curseur, on a directement créé un dossier. Donc je vais cliquer sur créer un dossier, ce qui va me permettre d'ouvrir la fenêtre d'initialisation du dossier. Donc pour l'initialisation du dossier, on va commencer par identifier le patient. Alors, on a en premier lieu les référents à renseigner. Donc, le référent, c'est la structure qui initie le dossier. Là, pour notre exemple, on est sur un ESIP.
Ensuite, on va renseigner l'identité du patient. On a des champs qui sont en rouge avec un astérisque également. C'est pour nous indiquer que ces champs sont obligatoires. Là, si je ne renseigne aucun des champs et que je clique directement sur créer le dossier, je vais être bloqué par Via Trajectoire et je ne pourrai pas aller plus loin. Donc, on va commencer à renseigner nos premières informations sur notre patient. Donc là, je mets son nom de famille, son prénom et également sa date de naissance. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur créer le dossier. Au besoin, vous avez quand même identité inconnue et date précise de naissance inconnue. Mais on vous recommande quand même fortement, si vous avez l'information bien évidemment, de renseigner ces champs-là. Donc là, je vais cliquer sur créer le dossier. J'ai une question un peu de sécurité qui apparaît pour les structures sociales, qui n'apparaîtra pas pour les structures sanitaires, en tout cas pas ici. J'ai une question donc de sécurité qui me demande si le patient a un bail dont il est titulaire et est-ce qu'il peut se maintenir dans son logement. Si je réponds oui, je vais avoir un message d'alerte de Via Trajectoire qui m'indique qu'a priori, mon patient pourrait ne pas être éligible, mais je peux quand même poursuivre. Et si je réponds non, je peux transférer directement le dossier à une structure sanitaire. Donc là, je vais cliquer sur transférer le dossier et je vais renseigner l'établissement sanitaire vers lequel je transmets le dossier. Ici, dans notre exemple, ça sera à Bichat. On va également devoir préciser l'unité. Et on devra cliquer ici pour renseigner qu'on a bien informé. Donc là, dans mon cas, l'unité de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Bichat, qu'on leur transfère ce dossier pour complétion des éléments médicaux. Donc là, je vais cliquer sur confirmer. Et pour l'instant, je n'ai plus la main sur le dossier. J'arrive sur le tableau de bord où on peut suivre toutes les demandes qu'on a créées et ou envoyées. Et là, on voit bien que je ne retrouve pas Madame Dupont dans ma liste sur le tableau de bord, puisque on a transféré le dossier à l'hôpital Bichat. Donc je vais me déconnecter pour vous montrer un petit peu comment ça se passe du côté des prescripteurs médicaux. Donc je vais me déconnecter et cette fois-ci je me connecte donc en tant que médecin. Donc toujours pareil avec l'utilisateur et le mot de passe. Et donc là j'arrive à nouveau sur la page d'accueil de Via Trajectoire. Cette fois-ci, donc le médecin va pouvoir se rendre dans le menu sanitaire et comme le dossier a déjà été créé, il ne va pas créer un nouveau dossier, il va pouvoir aller dans tableau de bord prescripteur. Dans tableau de bord prescripteur, le médecin va retrouver toutes les demandes qu'il a formulées pour des patients en fonction de son périmètre d'intervention. Ici, on peut filtrer par établissement si on est affecté à plusieurs établissements et également par unité si on a un regard sur différentes unités dans l'hôpital. On a des filtres par statut qui sont applicables. Si vous souhaitez par exemple afficher uniquement les demandes qui sont en cours de rédaction et qui ne sont pas encore envoyées. On peut également chercher directement un dossier patient par son nom ou par son numéro de dossier. Ici, on a une visibilité sur tous les dossiers, donc avec le numéro du dossier, le statut, l'identité, la date de création, l'avancement du remplissage du dossier, les unités qui ont été contactées, l'unité d'admission si elle a déjà été renseignée, et le service demandeur. Donc là, on retrouve bien le dossier de Madame Dupont qu'on avait créé côté structure sociale, et on va pouvoir aller renseigner les informations médicales, notamment sur le dossier de Madame Dupont. Donc je clique dessus pour ouvrir. Et j'arrive directement sur le volet orientation. Ici, j'ai une première question qui est posée, qui est donc de savoir si je souhaite orienter Madame Dupont en ACT, en LAM ou en LHSS. Donc là, je vais cliquer sur ACT. Et on a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un questionnaire pour évaluer si, oui ou non, Madame Dupont pourrait être admissible en ACT.
Donc là, on a plusieurs questions sur lesquelles on va répondre oui ou non. Je vous passe peut-être le détail. Là, dans le cadre de la démonstration, je vais mettre oui à tout. Et je passe automatiquement sur public, puisque dans conditions, il n'y a qu'une seule condition. Dans public, on va sélectionner donc si Madame Dupont est un enfant ou un adulte. À 31 ans, on va plutôt partir sur un adulte. On renseignera la famille de pathologie. Ici, on va partir sur de l'infectiologie. Ensuite, la sous-famille de pathologie. Donc, dans le cadre du dossier de Madame Dupont, on est sur un VIH. Et le détail, on a un échappement au traitement. On arrive enfin sur orientation définie et on a le récapitulatif de tout ce qu'on vient de renseigner sur le dossier de Madame Dupont concernant l'orientation. Donc on voit bien tout le récapitulatif et si besoin, on peut cliquer sur les différents onglets pour revenir en arrière et modifier si on se rend compte que finalement on s'est trompé par exemple de détail ou de sous-famille de pathologie. Ici, ça ne sera pas le cas, donc on va cocher la case juste ici pour renseigner qu'on a bien l'accord du patient ou de son représentant légal pour l'orientation sélectionnée et on va pouvoir cliquer sur valider. De là, on passe automatiquement sur le volet médical. On va avoir un rappel de la pathologie renseignée et peu importe la pathologie qui aura été renseignée, on aura un volet sur les addictions qui sera proposé pour nous permettre de renseigner ces informations si le patient est concerné. On a ensuite l'histoire de la maladie et les antécédents. Ensuite, on aura donc les comorbidités. Ici, on sera obligé de renseigner si oui ou non il y a une ou plusieurs comorbidités parmi la liste sélectionnée. Là, si je mets oui, je serai obligé de renseigner une information et on va mettre par exemple insuffisance rénale. Si je coche insuffisance rénale, je peux renseigner le nom et l'adresse du centre de dialyse de rattachement. Ensuite, on va avoir les traitements et le mode d'administration si on a un mode d'administration particulier. Et une question pour savoir si le patient est autonome ou non dans la gestion de ses traitements. Ici, on va mettre non pour l'exemple. On va avoir une question sur la grossesse. Est-ce qu'il y a une grossesse en cours, oui ou non? Si on met oui, on va pouvoir renseigner la date du terme ainsi que le lieu de suivi de la grossesse. Ensuite, on va avoir les pièces jointes médicales. Donc, c'est ici que vous pourrez renseigner, par exemple, les comptes rendus d'hospitalisation ou si vous préférez renseigner un fichier directement, vous pourrez renseigner également le traitement. Donc, ici, vous avez ajouté. On ira sur choisir un fichier. On sélectionne notre fichier. Ah. Mon nom de fichier est un peu trop grand, malheureusement. Et on pourra cliquer sur ajouter le document. On a ensuite le pronostic et projet de soins ultérieurs. Donc, quel est le projet médical pour Madame Dupont? Est-ce que Madame Dupont a été informée sur le diagnostic et le pronostic? Est-ce que sa famille ou sa personne de confiance a été informée sur le diagnostic et le pronostic? On peut également rajouter un commentaire si vous souhaitez rajouter des éléments qui ne sont pas prévus dans les champs du formulaire et renseigner les directives anticipées. Une fois que tout a été complété, on va pouvoir cliquer sur sauvegarder. Si vous souhaitez revenir dessus plus tard, quand même enregistrer la progression de la complétion du formulaire, mais revenir dessus plus tard pour compléter, ou valider si vous avez tout renseigné et que le volet médical est prêt à partir augure. Donc là, je vais cliquer sur valider. Et on passe automatiquement sur le volet soins et projets. Dans le volet soins et projets, vous allez pouvoir renseigner le niveau d'autonomie du patient. Donc ici, par exemple, on a ventilation. On peut renseigner qu'il n'y a rien à signaler.
Sur état cutané, si on clique sur « Apporter une précision », on va pouvoir renseigner, donc par exemple, une plaie et des pansements post-chirurgicaux, et on renseignera le temps de pansement, la localisation et les soins. Pareil au niveau des appareillages, on va pouvoir préciser s'il y a une prothèse. On a un champ qui s'ouvre qui nous permet de préciser le type de prothèse, le membre concerné, etc. Idem sur les capacités fonctionnelles. On va pouvoir renseigner s'il y a besoin d'une aide au déplacement, au transfert, à la toilette, sur l'habillage, l'alimentation, etc. La communication, on a également les troubles de la conscience, de l'humeur, cognitifs et comportementaux, s'il y a besoin ou non de kinésithérapie et s'il y a besoin d'une place PMR. On a à nouveau un champ information complémentaire qui permettra de rajouter des éléments par rapport à l'autonomie du patient dans la limite de 1000 caractères. Donc là, à nouveau, une fois qu'on a fini de renseigner les éléments liés à l'autonomie du patient, on va pouvoir soit cliquer sur sauvegarder pour revenir plus tard, soit cliquer sur valider. On a d'ailleurs sur le côté, dans le contenu du dossier, les éléments de suivi de l'avancée du dossier. Ici, j'ai des batteries qui sont vertes, puisqu'on a renseigné ces éléments et on les a validés. J'ai également des batteries qui sont rouges pour m'indiquer que des éléments ont été renseignés, mais que le volet n'a pas encore été validé, donc on ne pourra pas envoyer le dossier. Et tout à l'heure, on avait des batteries qui étaient vides pour indiquer que rien n'a été renseigné pour l'instant. Alors, côté prescripteur médical qui reçoit une demande de la part d'une structure sociale, le parcours va s'arrêter en fait ici, puisque vous voyez que depuis tout à l'heure, on passe de volet en volet automatiquement, et là, on a le volet administratif et social, qui a été zappé, tout simplement. Si je clique dessus, je vais avoir un message d'alerte qui m'indique que je ne suis pas à l'initiative de cette demande, donc qu'il serait préférable que je renvoie le dossier au service social qui est à l'origine du dossier. Donc ici, on va pouvoir cliquer soit sur la croix pour revenir, soit sur annuler, soit n'importe où sur la page pour fermer donc la fenêtre. Et en bas, dans Action sur le dossier, on va avoir Transfert patient. Donc en cliquant sur Transfert patient, on a automatiquement les informations de la structure sociale qui est à l'initiative du dossier, qui sont saisies. Et on n'aura plus qu'à renseigner qu'on a informé l'unité sélectionnée du transfert du dossier et cliquer sur Confirmer. Donc de là, dans mes demandes en cours, le dossier de Madame Dupont n'apparaît plus, puisque je n'ai plus la responsabilité du dossier. Par contre, je peux la retrouver. Alors normalement, je dois la retrouver dans PDS transféré. Mais là, c'est un peu les aléas de la recette, malheureusement. Donc, on en a fini sur la partie médicale et on va pouvoir repasser du côté de la structure sociale pour finir de renseigner le dossier. Donc, je vais me déconnecter à nouveau et me reconnecter avec le compte que j'avais utilisé au début pour pouvoir accéder à la demande et finaliser. Donc ici, dans Personnes en difficulté spécifique, je reviens donc sur le menu. Cette fois-ci, je ne vais pas aller dans Créer un dossier, mais dans Tableau de bord prescripteur. Alors c'est le même tableau de bord que celui qu'on avait du côté de la structure hospitalière. Et là, on retrouve bien le dossier de Madame Dupont, avec un indicateur sur le niveau de remplissage du dossier, et j'ai le volet médical et le volet soins et projets qui sont en vert, et le volet administratif et social qui est en rouge, puisque nous ne l'avons pas encore complété. Donc je vais cliquer sur la ligne du dossier de Madame Dupont pour ouvrir à nouveau son dossier. Et là, on arrive automatiquement sur le volet administratif et social. Comme je suis sur un compte qui n'a pas la possibilité de consulter des informations médicales,
Le volet médical et le volet orientation sont grisés et je ne peux pas cliquer dessus. Je pourrais uniquement voir qui a créé et qui a validé le dossier. Donc dans le volet administratif et social, on a tout en haut l'identité qui est reprise automatiquement sur la base de ce qu'on avait renseigné à l'initialisation du dossier. On peut quand même revenir dessus et modifier au besoin. On a également le niveau de confiance, donc là c'est plutôt sur tout ce qui est identito-vigilance. Et ensuite on va passer directement sur la partie ancrage. Dans la partie ancrage, on va pouvoir renseigner l'adresse de domiciliation, ainsi que le lieu de vie si différent du domicile. On a aussi la possibilité qui existe de renseigner qu'aucun domicile administratif n'existe. Et dans ce cas, on sera obligé par contre de venir renseigner le lieu de vie, excusez-moi, pour pouvoir valider le dossier par la suite. Donc là, je vais renseigner une adresse administrative. Également donc le code postal. Et ensuite, on va pouvoir passer sur la partie composition familiale. Ici, on va renseigner s'il s'agit donc d'une personne seule avec enfant, seule sans enfant, en couple avec enfant ou en couple sans enfant. Dans le cas de Madame Dupont, par exemple, elle est seule avec enfant. On va pouvoir renseigner des accompagnants, donc soit oui, soit non. Nous, pour l'exemple, on va mettre oui puisqu'elle est seule avec enfant. Ici, on sera obligé de renseigner le nombre d'accompagnants. Donc, Madame Dupont, elle a 2 accompagnants. Et on va préciser l'identité, le lien avec le patient et l'âge. Donc, on aura Léo, qui est son fils, et qui a 3 ans, ainsi que Timothée, également son fils, qui a 8 ans. On va préciser également s'il y a un animal de compagnie ou pas. Si on clique sur oui, on renseignera le nombre d'animaux de compagnie et le type d'animal de compagnie. C'est une donnée qui est assez précieuse quand même pour les ACT, puisque on ne pourra pas accueillir de la même façon un patient qui a un chat qu'un patient qui a par exemple un patou ou autre énorme chien. Sur la situation actuelle, on va pouvoir renseigner si Madame Dupont parle français ou non. Si on met non, on va pouvoir préciser. On a également la nationalité, donc française, UE ou hors UE. Et si on met hors UE, par exemple, on pourra préciser sa situation administrative. On va pouvoir renseigner s'il y a des droits ouverts à la sécurité sociale. Par exemple, Madame Dupont a droit à l'AME. On pourra renseigner les ressources. Donc, si Madame Dupont a des ressources, on viendra préciser le type et le montant. On pourra aussi renseigner les charges, donc préciser le type et le montant des charges. S'il y a des dettes, en renseignant toujours pareil le type et le montant. S'il y a une mesure de protection juridique. Si on met oui ou en cours, on pourra renseigner de quel type de mesure de protection juridique il s'agit, donc par exemple une tutelle ou une curatelle, et on devra surtout renseigner le gestionnaire de protection juridique. Donc là, si je clique sur « Ajouter un gestionnaire », je vais pouvoir renseigner le nom complet, préciser et également rajouter les coordonnées. On aura enfin le suivi judiciaire en cours. Donc si on met oui, on pourra rajouter une précision. Par exemple, si Madame Dupont est suivie par un SPIP. Ensuite, on a les démarches relatives au logement. Donc est-ce qu'il y a une demande SIAO en cours? Est-ce qu'il y a une autre démarche en cours? Et on va devoir renseigner le type d'hébergement dans le cas où une proposition d'hébergement individuel ne pourrait pas être possible. Donc là, on va renseigner par exemple que si Madame Dupont ne peut pas avoir
un hébergement individuel, elle est ouverte pour du semi-collectif. Et enfin, on va avoir le rapport social. Alors le rapport social qui ne sera pas à saisir directement dans Via Trajectoire, mais qui sera un import de documents pour vous permettre une certaine flexibilité. Vous avez quand même des exemples qui sont donnés, d'éléments que l'on attend dans le rapport social, mais vous avez quand même une assez grande marge de manœuvre dans ce que vous allez renseigner dedans. Et donc, comme pour le document qu'on a versé tout à l'heure, on va cliquer sur « Ajouter », choisir un fichier, on va sélectionner notre document, et on cliquera sur « Ajouter le document ». Et donc là, mon document est bien versé au dossier de Madame Dupont. Une fois qu'on a tout renseigné dans le volet administratif et social, comme pour les autres volets, on va pouvoir cliquer soit sur sauvegarder si on veut revenir dessus, soit sur valider si le dossier est complété et prêt à être envoyé au GUR. On va renseigner le service demandeur. Donc on va mettre les coordonnées du médecin responsable. Sur les premières saisies, vous devrez renseigner manuellement les champs. Et ensuite, vous avez ici le bouton avec les petits personnages qui vous permettra d'accéder aux derniers contacts qui ont été renseignés. Et ici, on peut également voir l'historique du suivi du dossier. Donc, on voit bien que le dossier a été créé du côté de l'ESIP, qu'il est passé à Bichat et qu'il est revenu du côté de l'ESIP. Donc, une fois ces éléments renseignés, on va pouvoir cliquer à nouveau soit sur sauvegarder, soit sur valider. Et on arrive directement sur envoi et réponse. Dans envoi et réponse, on va pouvoir venir donc du coup sélectionner le GUR et envoyer notre dossier, donc le dossier de Madame Dupont, au GUR. Ici, on va cliquer sur rechercher des unités. On a les éléments du dossier qui sont pris en compte. Donc on ira directement cliquer sur rechercher. Et on a le GUR qui devra apparaître, excusez-moi pour le temps de chargement. Voilà. Donc on a le GUR qui apparaît bien. On vient cocher ici pour sélectionner, puis on vient cliquer sur sélectionner. Donc là, on a bien sélectionné le GUR et pour l'instant, on est dans les demandes non envoyées. On cliquera donc sur envoyer la demande. Et là, on vous indique que la demande a bien été envoyée. Donc si je reviens sur le tableau de bord, j'ai bien le dossier de Madame Dupont. Et en termes de statut, on est sur envoyer. Donc de là, on sera en attente d'une réponse de la part du GUR. Alors j'ai fait le tour sur la présentation de Via Trajectoire et sur la démonstration. Je laisse donc la place aux questions si vous en avez. Et peut-être il y a eu beaucoup de questions là aussi sur cette partie-là concernant la démonstration. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions comme ça qui nous aident à construire ensuite toute la foire aux questions et puis à alimenter donc le site de formation pour vous aider à retrouver toutes ces réponses. Il y a peut-être une ou deux questions sur lesquelles j'aurais souhaité peut-être revenir. C'était des questions qui concernaient notamment la complétude par les médecins. Puisque certains d'entre vous utilisent déjà Via Trajectoire ou être confrontés justement à une certaine nécessité de coordonner différents professionnels autour d'un dossier sur Via Trajectoire. Et donc, je comprends que légitimement, ça suscite des questions. Concrètement, aujourd'hui, Via Trajectoire, en fait, ce qui est intéressant, c'est la puissance du tableau de bord là, que vous voyez sous les yeux.
Il y a un système de relance, il y a un système qui permet comme ça à une équipe qui prend en charge un patient à l'hôpital, dans un service clinique, d'alimenter le dossier et donc justement de renseigner le dossier d'admission en ACT. Donc les premiers retours qu'on a eus là sur les tests qu'on a pu faire sur octobre-novembre ne montrent pas de réticence de la part des équipes cliniques pour compléter via trajectoire. Donc ça reste à démontrer sur les premières semaines par rapport aux usages que vous allez pouvoir faire. Là où j'ai une interrogation, c'est quelques questions qui concernent des médecins traitants, donc plutôt des médecins de ville, des médecins libéraux, qui pourraient avoir des demandes d'admission en ACT. Dans les exemples, donc techniquement, c'est possible, mais reste à savoir à un moment donné si c'est des situations qui sont a priori plutôt marginales. De ce que nous, on a compris au niveau de Cézanne, c'est plutôt des patients qui sont hospitalisés aujourd'hui à l'hôpital ou alors qui sont en ville, dans des structures sociales, mais qui sont suivis par un médecin hospitalier. Et donc là, via trajectoire, ça répond considérablement à ce cas d'usage-là, puisque de nombreux médecins utilisent déjà via trajectoire pour d'autres parcours, que ça soit grand âge, sur le parcours sanitaire, sur le parcours handicap. C'est un outil qui rentre progressivement dans les mœurs. Vas-y. Et du coup, pour compléter, il y avait la question aussi sur le type de professionnel, le type de médecin qui pouvait renseigner le dossier médical. Un médecin d'une PAS peut, oui, bien sûr, renseigner le dossier sur ce champ-là. Oui, en fait, à ce stade, hein, vous l'avez compris, on est sur un modèle expérimental. Donc, l'éditeur de Via Trajectoire avec qui on a travaillé ces derniers mois, a développé là ce premier module qui met à disposition très vite, parce que l'enjeu, c'était d'outiller le guichet unique régional, c'était de vous aider aussi à appréhender cet outil-là. Et ensuite, on va l'améliorer comme les autres modules pour ceux qui le connaissent très bien. Donc ça va se mettre en place progressivement. Et à ce stade, il n'y a aucun verrou. Donc tous les professionnels de santé ou sociaux qui pensent avoir besoin de construire un dossier sur la trajectoire peuvent y accéder. Donc soit ils ont déjà des accès et très bien, soit ils n'en ont pas. Et dans ce cas-là, ils contactent Cézanne ou le guichet unique pour connaître la marche à suivre. Mm. Et ensuite, notre équipe, et on a un support professionnel aussi qui est opérationnel du lundi au vendredi. Donc, on sera en capacité de vous accompagner progressivement dans cette démarche. Et du coup, ça rejoint les questions sur la communication, puisqu'il y a pas mal de messages qui indiquent que tout le monde n'est pas encore au courant. Donc, effectivement, puisque là, le webinaire d'aujourd'hui, c'était le premier webinaire d'information. Comme le disait Sarah Retteri tout à l'heure, on a une page dédiée sur le site de l'ARS. Donc, vous allez me dire, oui, mais tout le monde ne pense pas spontanément y aller et on en concède. Cependant, cette page, elle existe. Et cette page, elle est aussi référencée dans le PowerPoint qui va vous être transmis. Et par ailleurs, il y a aussi un courrier de l'ARS qui a été rédigé, signé par le directeur de la santé publique et qui a été envoyé, en tout cas, nous, on a veillé à ce que nos collègues au sein de l'ARS puissent en disposer et l'envoyer aux structures qu'ils pilotent, évaluent et autorisent. Et on est aussi en lien avec le volet social, puisque ces travaux-là ont été menés aussi avec la DRIL, qui a aussi reçu ce courrier et qui a dû aussi l'envoyer à l'ensemble des prescripteurs sociaux sur le volet AHI. Donc, la communication, elle n'est peut-être pas encore parfaite, mais en tout cas, on a quand même prévu, on a beaucoup posté aussi sur les réseaux. On a essayé de voir un peu tous les angles sur lesquels l'information pouvait passer. Et donc, effectivement, si vous avez été destinataire de ce courrier ou si vous l'êtes dans les prochains jours, n'hésitez pas aussi à le transférer à vos réseaux, etc. Pour le plus on est à communiquer, vaut mieux l'avoir reçu 2 fois qu'aucune. Donc, on est aussi là pour se dire, pour que ça marche, pour qu'effectivement tout le monde soit bien au courant. Comme le disait Brice Margrethe tout à l'heure, il y a un vrai service d'accompagnement qui est proposé par le Cézanne, que je remercie encore pour l'ensemble des travaux fournis et dans le délai imparti, puisqu'aujourd'hui, ça nous permet vraiment, ça va vous permettre vraiment d'accéder, si vous n'avez pas un compte sur Via Trajectoire. Vous avez aussi renseigné le ROR et complété, en tout cas pour les structures qui sont présentes et qui sont sur le secteur PDS, qui ont complété vraiment
la spécificité de leur offre, etc. Donc vraiment, on est tous là dans ce lancement, dans cette expérimentation imparfaite aujourd'hui, certes, mais on est tous là justement pour se dire, ben voilà, on y va, ceux qui n'ont pas de compte vont les créer. Alors après, j'ai aussi beaucoup de questions que je vois sur la question de trouver des médecins. Alors malheureusement, la création du guichet unique et le passage par Via Trajectoire, c'est pas la solution à tout. Là, c'est une solution qui permet de dématérialiser les dossiers qui ne l'étaient pas, qui permet d'avoir une connaissance en allant consulter les tableaux, en allant consulter les tableaux de bord, d'avoir une connaissance collective de là où on est le dossier, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. Mais effectivement, sur la question de est-ce que ça va vous aider à trouver un médecin pour renseigner le volet médical, si vous aviez ce genre de difficulté avant, effectivement, le guichet unique et le Via Trajectoire ne va pas malheureusement solutionner cette question. Peut-être revenir sur une question qui a été posée au tout début, même si on a répondu à l'écrit, Brice, pour préciser les choses sur comment doit-on faire pour avoir l'accès à personnes confrontées à des difficultés spécifiques ACT sur l'outil Via Trajectoire. Peut-être repréciser côté Cézanne que pour les services hospitaliers, ça n'apparaît pas comme tel. Oui, oui, et c'est parce qu'effectivement, il y a eu légitimement beaucoup de questions aussi sur ce point-là. Il y a deux accès, en fait, qui sont distincts selon qu'on est une structure sociale ou selon qu'on est une structure sanitaire, un établissement de santé, simplement parce que les usages et les habitudes ne sont pas les mêmes. Une structure sociale, aujourd'hui, avec Via Trajectoire, elle a besoin d'accéder uniquement à une demande de prise en charge en ACT. Alors que l'hôpital, il utilise déjà fortement l'outil Via Trajectoire et il a l'habitude, en fait, d'adresser de créer son dossier dans le module sanitaire. Donc, on essaye justement de mettre l'ensemble des orientations sur un jeu d'étiquettes, en fait, qui doivent donner de la facilité d'usage aux médecins. Donc, il y a bien deux jeux différents. C'est des choses qu'on rappelle sur le site de formation. J'ai remis en ligne sur le chat l'adresse du site internet. On va aussi vous remettre dans le chat dans quelques instants aussi les dates des prochains webinaires aussi qu'on va organiser sur le mois de janvier, justement pour vous aider aussi à appréhender toute cette masse d'informations qu'on vous donne. On est conscient que ça change un petit peu les habitudes, essentiellement pour les structures sociales. Mais encore une fois, les établissements sanitaires, eux, ça ne change pas grand-chose dans leur quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé en amont avec l'éditeur pour faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent dans un établissement de santé peuvent dès à présent accéder, enfin même depuis le 2 décembre, puissent accéder en autonomie à Via Trajectoire au module sanitaire pour faire une demande ACT. C'est quelque chose qui est aujourd'hui opérationnel. On s'est assuré aussi que toute l'équipe du guichet unique régional disposait des habilitations, a été formée pour ensuite commencer à répondre aussi et à instruire ces dossiers-là. Donc, il y a un certain nombre de choses qui va se faire facilement. Et puis d'autres, on va prendre le temps aussi d'accompagner chaque structure dans les semaines et les mois qui vont venir. Donc, je vois qu'il y a... Ah, pardon. Si. De nouveau, une question d'une personne qui redemande et qui n'a pas visiblement bien saisi. Est-ce que les médecins sont forcément des médecins hospitaliers pour pouvoir remplir la demande dans Via Trajectoire? Alors, d'un point de vue outil, c'est pas obligatoire d'être un médecin hospitalier. Un médecin de centre de traitant, un santé, par médecin d'un exemple. DAC, un médecin en maison de santé, exactement, peut accéder à Via Trajectoire pour faire une demande ACT. Après, on peut supposer que pour aussi l'argumentation du dossier, peut-être que c'est le guichet unique là-dessus qui pourrait compléter, on peut supposer que c'est souvent des patients justement en soins chroniques ou qui sont déjà suivis par des services hospitaliers qui sont quand même les plus à même de faire des demandes d'appui. Il y avait d'autres questions. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de non-genrer les personnes sur l'outil Via Trajectoire? Il me semble que oui. J'ai pas entendu la question, Sarah. Est-ce qu'il y a possibilité de non-genrer les personnes sur l'outil Via Trajectoire?
Je crois qu'on a mis l'option, il y a homme-femme et sans précision, je ne sais plus comment on l'a nommé, mais il me semble que oui. Ah oui, tout au début, oui, oui, tout à fait. Oui, donc oui, c'est possible. Alors, pouvez-vous montrer ce que l'établissement doit décrire dans Via Trajectoire? Les éléments sont-ils repris du ROR ou ont-ils été rajoutés suite à la création de l'identité de l'établissement dans la plateforme? On ne reprend dans le ROR que on va dire, l'identification de l'établissement. Dans l'exemple que vous voyez là sur cet écran, qu'est-ce qui est repris? C'est le nom de l'établissement, la ESIP Fondation des Champs, et l'unité. Donc l'unité, en fait, c'est l'équipe qui gère son tableau de bord. Donc là, dans l'exemple ici, c'est l'ESIP, mais on aurait très bien pu avoir le service de cardiologie de l'hôpital ou le service d'infectiologie de tel hôpital. Donc ce sont là les deux éléments que vous voyez ici qui sont repris du ROR. Il y a d'autres éléments, mais pour ce qui nous intéresse sur ce module ACT, c'est les deux éléments clés qui sont repris. Les traits, enfin les éléments du dossier du patient ACT là-dessus ne figurent pas encore ne sont pas sur le ROR, tout simplement, donc n'ont pas vocation à être repris. Autre question, savez-vous combien de mégaoctets le fichier peut contenir concernant le rapport social? On peut mettre déjà, il faut qu'on revérifie, moi j'ai Alors, plus en tête on le l'a chiffre, plus en tiens. tête, mais on peut regarder ça de suite ensemble, puisque c'est indiqué directement dans Via Trajectoire. Je fais juste... Non, comme on a renseigné quelque chose ici. Alors là, je ne l'ai pas. Et je pense que la je question, demande c'est 2 peut-être petites en lien secondes. avec le nombre d'informations qui sont à saisir ou que le prescripteur pourrait souhaiter préciser dans toutes les parties commentaires. Oui. Alors, Donc, est-ce en qu'il fait, y a une limite, en fait, à un moment donné? tiens, Et s'il voilà, y a une c'est écrit limite, est-ce ici. qu'on le dit? Alors voilà, on a les limites qui sont juste ici du coup. Donc la taille maximale des fichiers est de 5 mégaoctets. Le nom des fichiers ne doit pas dépasser 50 caractères et on ne peut pas rajouter plus de 15 documents sur un même dossier. Là Autre aussi, hein, question. peut-être Vas-y, juste vas-y. avant, pour se sécuriser tous ensemble, là, on a un nouveau parcours comme ça qui est disponible sur Via Trajectoire. On a fait attention justement dans les limites à la fois de caractères, quand c'est des champs de commentaires, ou dans les pièces jointes, à mettre des limites qui soient en phase en fait, avec vos besoins métiers. Si jamais on s'aperçoit que vous vous apercevez en fait que c'est bloquant, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours pour qu'on améliore l'outil. L'outil, il est véritablement fait pour vous. Donc, faites remonter vos besoins, vos demandes d'évolution. La personne doit-elle faire une lettre de motivation? Donc la réponse est non. Pour l'admissibilité, il n'y a pas besoin d'avoir de lettre de motivation, mais il se peut que pour l'admission, l'établissement demande à l'usager qui aura été sélectionné pour intégrer sa structure une lettre de motivation. Est-ce que d'autres partenaires auront accès au dossier dans Via Trajectoire? Vous Alors, pensez à qui comme ça? je ne sais pas, je reprends la question de monsieur ou madame Daquet. J'imagine que c'est des personnes qui ne sont pas directement prescriptrices, mais n'hésitez pas à prendre la parole, monsieur, madame Daquet, pour nous préciser de qui, nous préciser votre question. J'en profite pour poser une autre question en attendant. Pas besoin de faire de SIAO pour ces structures et l'HSS LAM ACT, on passe uniquement par ce guichet. Du coup, pour les prises en charge qui relèvent du secteur des soins résidentiels, effectivement, il faut absolument passer par le guichet unique régional, mais là, actuellement, uniquement pour les ACT. Et donc, au premier semestre 2026, ce sera aussi pour les LAM et l'HSS. Donc là, actuellement, vous pouvez continuer à envoyer vos demandes de LAM et l'HSS directement aux établissements voilà, disponibles. Vous pouvez accéder, d'ailleurs, vous verrez, les informations sur le site, sont sur le site de l'ARS, mais pour avoir la liste, vous pouvez aller sur santé.fr qui référence les LAM et la LHSS de l'Île-de-France. Et pour les demandes d'hébergement, du coup, il faudra continuer à passer par le SIAO. Et il se peut aussi que pour l'usager, vous fassiez 2 demandes en simultané pour un ACT, par exemple, et pour un centre d'hébergement d'urgence.
Parce qu'effectivement, la disponibilité des places ne permet pas d'accueillir tout le monde. Alors, dernier appel pour monsieur ou madame Daquet de préciser sa question sur les partenaires, de qui parle-t-on? Exactement, des personnes, pas forcément des personnes prescriptrices. Ouais, alors là, je pense qu'il faut enfin, qu'on en revienne en fait à la philosophie même de Via Trajectoire. On est sur des données nominatives, confidentielles, sensibles et puis parfois médicales. Donc, pour accéder à un dossier Via Trajectoire, c'est comme pour accéder au DMP. Il faut avoir l'autorisation de l'usager, du patient. En fait, c'est ça le principe de base. Ensuite, pour accéder à ces données, on est sur un outil qui est sécurisé, qui répond à des normes d'habilitation. Et donc, il faut effectivement que la personne dispose des droits, des habilitations pour accéder aux données. Et c'est la même chose si jamais elle modifie les données dans l'outil. Il y a un outil comme ça d'historisation, de traçabilité de chaque information qui est saisie, modifiée, supprimée. Autre question, les demandes en structure seront-elles dans le même tableau de bord que les demandes que l'on fait pour les SMR? Alors, pour ça, je vais repasser avec le compte médecin que j'ai utilisé tout à l'heure pour pouvoir vous montrer. La réponse, c'est oui et non. Dans tableau de bord prescripteur, on va avoir les demandes en cours avec toutes les demandes qui ont été créées. Donc ici, on va retrouver effectivement les demandes vers les ACT et aussi les demandes SMR, HAD, soins palliatifs. Donc dans demande en cours, on aura tout qui sera regroupé au même endroit. Par contre, on a un onglet juste ici, un onglet PDS, qui vous permettra de retrouver uniquement les demandes pour l'instant vers les ACT et puis à terme également l'AM et LHSS. Avez-vous la vue des dossiers bloqués au niveau des démarches médicales? Tu peux répéter, Sarah, s'il te plaît, si la question s'adresse à nous, en tout cas au niveau Oui, de Cézanne. oui. Avez-vous la vue des dossiers bloqués au niveau des démarches médicales? Ouais, je sais, je pense que c'est pour VT, hein, effectivement. Alors, Cézanne, en fait, l'ensemble des personnes de Cézanne n'a pas accès aux données nominatives de chaque dossier. En fait, là, dans l'espace de production, tout est flouté. Donc, on a accès comme ça pour débloquer les situations à des numéros de dossier, mais les données d'identification de chaque individu, de chaque dossier, ne sont pas visibles. Donc, ça veut dire qu'après, il faut qu'on passe, nous, par une procédure comme ça un peu exceptionnelle avec l'éditeur pour voir à un moment donné où est-ce que le dossier est bloqué, donc bloqué d'un point de vue technique. Par contre, s'il est bloqué d'un point de vue métier, c'est plus au guichet unique euh, d'analyser le dossier et d'apporter peut-être les éléments de réponse qui le nécessitent au regard du dossier. Une autre question. Si ma collègue du DAC fait une demande, puis-je suivre sa demande? Alors oui, tout à fait, puisque dans Via Trajectoire, les demandes en fait sont créées par des utilisateurs, mais au nom d'un établissement et d'une unité. Donc si votre collègue a des habilitations au niveau de l'établissement et de l'unité, elle pourra retrouver les demandes dans demande en cours, tout comme vous, ou tout autre utilisateur au niveau du DAC. Donc, est-ce que, si je retraduis, je suis travailleur social dans une structure, nous sommes plusieurs, je m'absente, les personnes peuvent suivre l'ensemble des demandes d'hébergement, de prise en charge en ACT que j'ai pu écrire. Du coup, oui, tout à fait. Exactement. Si là, par exemple, je suis sur Bichat et admettons, si j'ai des habilitations sur Bichat, donc dans l'unité de chirurgie cardiovasculaire, je vais pouvoir avoir accès à toutes les demandes qui ont été créées, qu'elles aient été créées par moi ou par un collègue. Merci. Alors, quel est le dimensionnement de la hotline? Je pense que la question, c'est est-ce que l'équipe va pouvoir faire face aux différentes questions et demandes de création de compte via trajectoire? Alors, oui, j'ai pas à ce jour moi d'inquiétude, puisque sur Via Trajectoire, on recevait, je crois, sur le premier semestre 2025, quasiment une trentaine de sollicitations par jour.
On est à 400, 500 demandes par mois et on a mené un certain nombre de travaux pour justement travailler sur notre plateforme de formation, automatiser un certain nombre de tâches qui fait qu'on a réduit drastiquement aujourd'hui le volume de demandes. Donc, on doit être en capacité de réagir vite. Je crois que pas loin de 90% des tickets, des demandes sont résolus dans les 10 minutes à 1 heure de temps, donc on est extrêmement réactif. Après, effectivement, selon les périodes, je pense notamment à la période de Noël qui va arriver, il est possible qu'il y ait des fois un petit peu plus de latence, mais là, on a de la chance parce qu'on n'est pas sur un parcours d'admission non programmée, d'urgence vitale, donc on n'a pas besoin tous d'être réactifs dans la journée même, ce qui nous donne justement l'attitude pour prendre le temps justement de vous accompagner dans la durée et que les dossiers comme ça qui ne vont pas pouvoir être traités tout de suite, ils soient traités au fil de l'eau. Et ça, c'est valable pour Cézanne, c'est aussi valable aussi pour le guichet unique, parce que je pense que de part et d'autre, on va tous être sollicités fortement suite effectivement à ce webinaire et puis à toutes les actions de communication qu'on est tous en train de lancer de part et d'autre. Peut-être un complément de question à la question précédente. Et si ma collègue qui a ouvert le dossier, est-ce que je peux le mettre à jour complété par rapport au tableau de bord partagé entre deux personnes d'une même structure? Oui, exactement. Si c'est 2 prescripteurs sociaux ou 2 prescripteurs médicaux, c'est-à-dire 2 personnes qui ont les mêmes droits, les mêmes habilitations, c'est la force de Via Trajectoire, justement, de pouvoir accéder comme ça au dossier qui est en cours de création, en cours d'alimentation. Je ne pense pas avoir posé cette question. L'onglet PDS sera-t-il lisible par les assistantes sociales en milieu hospitalier qui utilisent aussi Trajectoire, le volet sanitaire? Là, on peut dire unanimement, c'est quelque chose qu'on aurait souhaité que l'éditeur mette à disposition des travailleurs sociaux hospitaliers. Pour des raisons techniques et puis aussi stratégiques, l'éditeur n'est pas parti sur cette option-là. Donc, ce qu'il nous propose, c'est dès qu'on est en établissement sanitaire, on va sur le volet sanitaire. Et par contre, à l'intérieur, ensuite, c'est ce que Laetitia est en train de vous montrer, les assistantes sociales, du coup, peuvent aller sur l'onglet PDS, personnes en difficulté spécifique, pour justement travailler les dossiers qui sont en cours d'instance dans leur structure. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents statuts des demandes? Donc là, vous voyez effectivement sur l'écran que Laetitia montre différents statuts. Je ne sais pas si on les prend un par un, en tout cas, on les a dans le site de formation, justement pour bien identifier les structures les dossiers qui doivent être lus, qui n'ont pas encore été lus, les dossiers qui sont en cours de traitement, les dossiers qui sont en cours de liste d'attente, les admissions qui sont réalisées aussi. Ouais, on ne voit pas l'écran qui s'affiche, les petites étiquettes Laetitia. Oui, alors sur les statuts aujourd'hui, pour l'instant, la liste n'est pas encore complète et elle sera complétée bientôt pour coller avec les besoins et le fonctionnement du guichet unique régional. Donc aujourd'hui, les statuts qui vont surtout vous intéresser et qui ne bougeront pas à l'avenir, ce sont les 2 premiers. Donc le petit stylo pour indiquer que la demande est en cours de rédaction et le sablier pour vous indiquer que la demande a été envoyée et est en attente de réponse. Les autres sont amenés à évoluer dans les mois à venir. On va prendre une dernière question. Alors, tac, tac, tac. Mince. Infirmiers et paramèdes en tout genre, ergo kiné, peuvent-ils avoir accès au volet médical? En fait, tout dépend de l'organisation de l'équipe de soins. On est sur une orientation médicale avec, en termes une responsabilité médicale, une responsabilité de diagnostic médical, une responsabilité de prescription médicale. Donc là, les hospitaliers sont très au fait on va dire, de ces matrices d'habilitation. Donc après, tout dépend de leur organisation, de leurs habitudes de travail. On a parfois dans certains services des non-médicaux qui alimentent l'outil pour faire gagner du temps au médecin. Par contre, l'action de validation et relève de la responsabilité du médecin. Donc c'est à lui de valider.
Et c'est la même chose peut-être chez l'éolien avec la question qui était juste au-dessus. Un patient qui passe, enfin qui est suivi dans plusieurs hôpitaux, comment est-ce que ça se passe? Le sujet, c'est qu'il y ait une personne en fait qui soit responsable du dossier médical. S'il y a plusieurs personnes, c'est à elle de s'organiser pour renseigner le dossier, mais ni plus ni moins que ce qui était fait aujourd'hui. On est juste sur un process de dématérialisation du dossier. Donc c'est à chaque équipe en fait qui gravite autour d'un usager de s'organiser, de se coordonner pour renseigner le dossier. Et ensuite, s'il y a besoin d'ajouter des éléments complémentaires, bah, c'est possible de le mettre en pièce jointe médicale ou dans les cases de commentaires si besoin. Non. En réalité, on voit que c'est souvent les services sociaux quand même qui font le suivi de ces dossiers-là, malheureusement, parce qu'on sait que bah, les listes d'attente nécessitent quand même plusieurs semaines, plusieurs mois d'attente. Et donc, le prescripteur médical, lui, une fois qu'il a fait sa partie, il passe le relais aux services sociaux. Merci. Du coup, on va s'arrêter là. On vous propose effectivement de reprendre l'ensemble de vos questions et de les publier dans une foire à questions. Et donc, on vous apportera une réponse écrite à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. On vous remercie vraiment pour votre mobilisation sur ces 2 heures de temps d'échange. N'hésitez vraiment pas, comme vous l'a dit Caroline Frison, à diffuser en fait le diaporama qu'on va vous transmettre, bien entendu, et le lien de ce webinaire à vos collègues médecins, à vos collègues travailleurs sociaux. Merci pour votre engagement auprès de ce public et puis n'hésitez pas à contacter le guichet unique ou le Cézanne en fonction des questions que vous aurez. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.